Bonjour, Bonjour. bonjour tout le monde. Vous m'écoutez? Bonjour, madame. Oui, madame. Oui, Oui, madame. madame. Oui. Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Ça, je vous vois. Yasmine Genboubi, je vois Hormat Allah. Bienvenue. Je me rappelle de vos noms depuis l'année dernière. Je vois Nadia, Bouziane, Ashraf, Selim, Oumeima, Selma Oui, on Sabri. vous écoute, madame. Très bien. Oui, on vous entend, madame. Très bien. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, madame. Oui, Oui, madame. Oui, madame. oui, madame. On vous écoute, Est-ce que madame. vous voyez le partage de l'écran? Le partage de Oui. l'écran. Oui, madame. Il est là. Oui. Et voilà. Très bien. D'abord, il est en plein écran. Ouais. D'accord, madame. Oui, madame. Maintenant, on peut commencer. Donc, vous allez, s'il vous plaît, couper vos micros. Et je suis la seule à parler, d'accord, pour ne pas avoir des interférences. Parce que cette séance D'accord, est madame. enregistrée, vous pouvez la consulter après. Donc, باش les autres يستفدوا من la séance, حاولوا ما تهضروش لا أو لا, pardon, coupez le micro, s'il vous plaît. D'accord, madame. D'accord, madame. Bien, merci. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième séance de cours de comptabilité analytique. Donc, la dernière séance était enregistrée également et vous pouvez la consulter pour ceux qui n'ont pas été là sur mon interface, c'est-à-dire la session de Fatem Zahra Al-Arif, comptabilité analytique. Alors, la dernière séance, nous avons fait une présentation générale de la comptabilité analytique et sa différence avec la comptabilité générale. Mais avant de commencer cette séance, je tiens à vous souligner quelques petits points pour la gestion de nos cours. Donc, ce cours sera toujours, et si tout va bien, administré le lundi et le jeudi à 13h30. D'accord? Ça, pour l'emploi du temps. Pour l'organisation maintenant, je vais toujours utiliser BB Collaborate, c'est-à-dire ce logiciel-là qui permet d'enregistrer les séances et être en activité avec vous et surtout en interactivité, c'est-à-dire à la fin de séance, je peux recevoir des questions s'il y en a. Aussi, les séances seront toujours enregistrées. Maintenant, si au cours des séances, la capacité de stockage, parce que chaque enseignant a une certaine capacité de stockage des vidéos, 2 Go à ne pas dépasser. Maintenant, si la capacité de stockage au fur et à mesure des séances se remplit et on atteint le maximum, je serai obligée de supprimer les premiers enregistrements. Mais évidemment,
ne supprimerai pas les PDF, sachant que chaque séance, je vais laisser le PowerPoint enregistré sous forme de PDF de chaque séance, d'accord? Et que vous pouvez évidemment consulter. Maintenant, j'espère qu'on n'arrivera pas là et que toutes ces séances enregistrées seront là sans aucun problème. Bien, ensuite, il y a Hicham, s'il vous plaît, le délégué de classe, Hicham. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ça, si jamais, Hicham, si jamais je vais commencer, mais si jamais il y a un problème de son ou quoi que ce soit, tu me le dis? C'est d'accord. C'est bon. Alors, nous avons la dernière fois parlé de la comptabilité générale. Aujourd'hui, nous allons préciser, approfondir les choses, c'est-à-dire parler des moyens de la comptabilité générale, parce que je ne peux pas commencer ce cours et ne pas expliquer le lien qui existe. Et donc, vous faire la passerelle, les radis 12 la comptabilité générale, la comptabilité analytique. D'accord? Les moyens de la comptabilité générale les plus célèbres et connus tous, ce sont les états de synthèse. Qui dit état de synthèse dit bilan et CPC. Et puis il y a les autres états de synthèse qui sont le tableau de financement, l'état de solde de gestion, etc. Donc les états de synthèse sont les moyens les plus célèbres de la comptabilité générale. Rappelons que le bilan, il est là pourquoi? Pour fournir les informations sur la situation d'une entreprise. Donc, il constitue un excellent indicateur de solvabilité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à honorer ses engagements, mais aussi sa capacité à se financer elle-même, c'est-à-dire à dégager des ressources elle-même. Le CPC, on l'a vu, c'est un compte de produits et charges, c'est un compte de gestion. Le bilan, c'est un tableau de situation. Alors, le CPC, il permet de déterminer le résultat d'une entreprise en faisant rapprocher les produits d'une période avec les charges consommées de cette même période. Puis, la comptabilité générale, elle s'appuie également sur d'autres états de synthèse comme le tableau de financement et l'état des soldes intermédiaires de gestion. En effet, la comptabilité générale est un excellent moyen d'information des tiers. Donc, la comptabilité générale est là pour les tiers, pour informer les tiers sur la situation d'une entreprise. Quand je dis tiers, cela signifie l'ensemble des partenaires économiques d'une entreprise, qui sont les fournisseurs, les clients, les institutions financières, etc., etc. Maintenant, les limites de la comptabilité générale, parce qu'on doit parler des limites pour savoir l'objectif de la comptabilité analytique. Alors, j'ai souligné beaucoup de limites la dernière fois. J'ai sélectionné les plus importants, les plus pertinents. La première limite, c'est que la comptabilité générale s'intéresse au flux externe. J'ai déjà expliqué ça. Ça veut dire que entre tous les flux qui existent entre une entreprise et ses partenaires, et donc elle ne se charge pas du fonctionnement interne d'une entreprise. Alors qu'un manager, généralement, pour exercer son travail, il a besoin de flux internes pour prendre des décisions. Également, la comptabilité générale donne un résultat global. Je m'explique. Le résultat dégagé par l'entreprise, c'est-à-dire celui qu'on va lire sur un bilan, si vous vous rappelez le résultat net de l'exercice dans le financement permanent. Et puis sur le CPC, le résultat net de l'exercice. Donc ce résultat-là, c'est un résultat global, c'est-à-dire il concerne l'ensemble des produits mis en place par une entreprise. C'est tout à fait normal parce que la comptabilité générale considère l'entreprise comme un seul bloc, une seule entité. Je m'explique. Par exemple, je prends l'exemple de la célèbre entreprise L'Oréal. L'Oréal qui est spécialisée dans la fabrication, la distribution des produits cosmétiques en général, que ce soit les soins, les parfumeries, le maquillage. Si on prend une seule gamme, j'ai pris celle d'Elseve. Elseve, célèbre pour les soins de cheveux. Alors, si on prend Elseve par exemple, on trouvera qu'elle fabrique plusieurs types de produits. Des shampoings, des démêleurs, des huiles. Si je prends le shampoing, je trouve aussi une multitude de shampoings. Le shampoing pour cheveux colorés, je sais pas, cheveux cassants, cheveux anti-chute, anti-pelliculaires, etc. Pour le démêleur, il y a des démêleurs pour cheveux secs, des démêleurs pour cheveux gras, pour cheveux normaux. Et puis pour les huiles, il y a ici une série de produits, des huiles
l'huile extraordinaire, l'huile éclat avant brushing, l'huile 7 fleurs, etc., etc. Si, par exemple, l'entreprise réalise un bénéfice de 1 million de dirhams, ce bénéfice est réalisé sur l'ensemble de ses produits. Le manager, certes, est intéressé de connaître le résultat dégagé par son entreprise, mais s'il veut plutôt savoir, comment dirais-je, la contribution de chaque produit dans le résultat global donné dans le CPC, par exemple, quel est le résultat dégagé sur le shampoing, quel est le résultat dégagé sur le démêleur, quel est le résultat dégagé sur l'huile, et encore, quel est le résultat dégagé sur le shampoing anti-chute, le démêleur cheveux gras, et ainsi de suite. La comptabilité générale est incapable de lui apporter ce genre d'informations. Or, ce type d'information est extrêmement important pour un manager, car c'est l'essence même de l'activité d'un manager, parce qu'il est là, en fait, pour prendre des décisions, les bonnes décisions au bon moment. Donc, la connaissance du résultat de chaque produit séparément va permettre au manager de prendre des décisions, comme par exemple, je ne sais pas, pour une période donnée, booster les ventes en changeant le design de l'emballage, ou là, augmenter la campagne publicitaire pour un produit, ou là, carrément changer un fournisseur d'une matière première, ou là, changer le réseau de distribution, etc., etc. Donc, ce type d'information est justement donné par la comptabilité analytique. Troisième et dernière limite, c'est que la comptabilité générale donne les informations en unités monétaires. En fait, elle s'intéresse de tout ce qui est financier et non pas économique. Ça veut dire quoi? Si je prends par exemple dans le bilan la rubrique stock, que ce soit un stock de marchandises, de matières aux fournitures, etc., stock de produits également, je trouve le chiffre 500 000. Automatiquement, mon cerveau va me dire que 500 000, elle est donnée en dirhams, en unité monétaire. D'accord? Ils sont toujours ce genre d'information est donnée en comptabilité générale en unité monétaire. Or, le manager a également besoin de connaître les quantités des stocks et pas uniquement les valeurs. Ça lui permettra de savoir s'il doit augmenter les stocks ou baisser les stocks, c'est-à-dire arrêter les commandes d'achat pendant une période donnée. Alors, ce genre d'information est fourni également par la comptabilité analytique, c'est-à-dire les valeurs et non pas uniquement les quantités, sur si on parle de stock, le compte d'inventaire permanent des stocks. Et nous allons voir tout ça plus tard. Maintenant, les objectifs de la comptabilité analytique. J'ai également évoqué pas mal d'objectifs la dernière fois. Maintenant, je vais les expliquer de façon un peu plus approfondie. Alors, je souligne quand même que la comptabilité analytique ne peut jamais se substituer à la comptabilité générale. La comptabilité générale est aussi très, très pertinente. Une entreprise a besoin des deux comptabilités. En fait, c'est comme si l'une va épauler l'autre. Excusez-moi. Voilà. Premier objectif de la comptabilité analytique, recherché via la mise en place d'une comptabilité analytique par une entreprise, c'est le calcul des coûts. Et en fait, on est là d'ailleurs pour calculer les coûts. Tout le processus de notre semestre, il concerne le calcul des coûts. Et comme j'ai déjà expliqué, un coût est tout simplement l'ensemble de charges pour la production d'un produit. L'entreprise supporte un ensemble de charges, par exemple, achat de matières premières, c'est une charge. Achat de machines, la main-d'œuvre, c'est-à-dire les ouvriers qui vont transformer cette matière première, les frais de transport, les charges locatives, les charges administratives et d'entretien, les frais de publicité. Ça, ce sont des charges qui constituent un seul coût. Le principal rôle de la comptabilité analytique est justement de nous aider à calculer le coût global des différents produits mis en place par l'entreprise. Quand je dis mis en place, c'est fait exprès. Ça veut dire soit produit quand il s'agit d'une entreprise industrielle, soit commercialisé quand il s'agit d'une entreprise commerciale. Le deuxième objectif, il consiste à fournir les méthodes qui vont nous aider à évaluer certains éléments de l'actif du bilan.
Alors, évaluer certains éléments de l'actif de Milan, ce qui va pallier à l'une des insuffisances de la comptabilité générale qui donne des informations d'ordre monétaire, et j'ai déjà expliqué ça, exemple des stocks. Le troisième objectif est celui d'analyser les résultats. Alors, la détermination du coût de chacun des produits fabriqués par une entreprise va aider le manager à déterminer un résultat par type de produit. Donc, chaque type de produit, qu'il soit ce type de produit, même s'il est bien dérivé. Si, par exemple, une entreprise fabrique deux produits, A et B, la comptabilité analytique va nous aider à calculer le résultat du produit A et le résultat du produit B. Cela va nous aider à comprendre le résultat global fourni par la comptabilité générale dans le CPC. Le résultat dégagé par la comptabilité analytique s'appelle le résultat analytique. Ça, on va l'avoir dans notre 5e chapitre. Pourquoi on l'appelle d'ailleurs résultat analytique? Parce qu'il permet d'analyser et de comprendre le résultat global fourni par la comptabilité générale. Et puis le 4e objectif de la comptabilité analytique est celui d'aider le contrôleur de gestion à calculer les écarts. J'ai déjà expliqué ce que c'est. Un écart est tout simplement une différence entre une situation prévisionnelle et une situation réelle. La comptabilité analytique via le calcul des coûts, son objectif principal, des différents produits mis en place par une entreprise, va aider le contrôleur de gestion à avoir une référence par rapport à laquelle il va comparer les réalisations d'une entreprise. D'accord? Donc, la comptabilité analytique, c'est l'outil principal du contrôle de gestion. Tous ces objectifs que je viens de citer sont de nature à épauler les managers pour prendre des décisions. La connaissance, prenons un exemple par exemple. Si le manager connaît le coût de revient d'un produit X, par exemple le shampoing, ceci va lui permettre de déterminer le prix de vente de ce produit. Une dernière remarque quand même avant de passer au premier chapitre. Il faut savoir que la comptabilité analytique, elle peut être tenue par tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, c'est-à-dire une petite, une moyenne ou une grande entreprise, ou encore qu'elle soit industrielle ou commerciale ou même de service. J'ai déjà évoqué la notion de choix. C'est un choix d'entreprise, ce n'est pas une obligation, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire, mais elle est nécessaire et pertinente. Mais, je souligne quand même, et pour ce cours, c'est vrai qu'elle s'apprête le mieux dans une entreprise grande et dans une entreprise industrielle. D'ailleurs, nous allons travailler dans la majorité de nos cas de synthèse par les entreprises industrielles. Passons maintenant à notre premier chapitre, qui est les charges de la comptabilité analytique. Alors, avant d'évoquer ce chapitre, je tiens quand même à souligner une petite chose que vous pouvez d'ailleurs voir dans certains ouvrages de comptabilité analytique qui évoquent la notion de coût complet et coût partiel. Alors, j'explique quand même ce que c'est un coût. Un coût correspond, j'ai déjà dit, à l'accumulation de charges sur un produit. Un coût est défini généralement par 3 caractéristiques principales: son contenu, son moment de calcul et puis son champ d'application. Restons d'abord le contenu, c'est le contenu qui nous intéresse. Pour une période déterminée, un coût peut être calculé soit en y incorporant toutes les charges enregistrées en comptabilité générale, toutes les charges, soit en y incorporant qu'une partie, une partie. Alors, il a toutes les charges, c'est le coût complet. Il a une partie des charges, c'est le coût partiel. D'accord? Alors, pour par exemple le plan comptabilité générale, elle distingue deux familles de coûts. J'ai déjà dit le coût complet et le coût partiel. J'explique quand même. Coût complet, ils sont constitués par la totalité des charges relatives à un objet de calcul. Il existe deux sortes d'ailleurs de coûts complets. Soit les coûts complets traditionnels, qu'on appelle traditionnels, si les charges de la comptabilité générale sont incorporées telles qu'elles sont et sans modification. D'accord? Et maintenant, économique, si ces charges tout simplement des modifications ou là ils suivent des retraitements en vue d'une meilleure expression de coût.
Pour les coûts partiels maintenant, ce sont des coûts obtenus en n'incorporant qu'une partie des charges pertinentes en fonction d'un problème à traiter. Et là aussi, il existe de grandes catégories, soit le coût variable, soit le coût direct. Le coût variable est constitué seulement des charges qui varient avec le volume de l'activité. Donc ici, on exclut les charges dites fixes ou de structure. Et puis le coût direct, il est constitué par les charges qui peuvent lui être directement affectées. Pour notre cours, et je sais que vous voyez l'encadrement, pour ce cours de comptabilité analytique d'exploitation, nous allons nous intéresser aux méthodes des coûts complets. Les coûts complets, appelés également parfois les coûts réels. D'accord? C'est pour ça que j'ai encadré donc la partie gauche de cette diapositive qui nous intéresse. Maintenant, le classement des charges. Alors, j'ai déjà expliqué que la comptabilité analytique classe les charges par nature et la comptabilité générale classe les charges par nature et que la comptabilité analytique classe les charges par destination. Quand je dis classe par nature, ça veut dire, si vous vous rappelez, c'est la classe 6 évidemment, c'est les charges d'exploitation, charges financières, charges non courantes. Ça, c'est un classement par nature de la comptabilité générale. Mais la comptabilité, ce classement-là ne va pas avoir de l'importance dans la comptabilité analytique. Ça y est, ici, il faut oublier ce genre de classement. Nous allons travailler avec un autre classement de charges parce que important dans la comptabilité analytique, c'est la destination de la charge. Fin غادي تمشي هذيك la charge. On ne va plus vérifier si telle charge correspond à telle facture ou elle est liée à tel fournisseur, mais elle est plutôt quelle est la question qui se pose, quelle est la partie de la charge qui correspond à tel sous-ensemble, parce qu'on travaille par des sous-ensembles ici. C'est-à-dire quelle est la partie de la charge qui correspond à tel produit, ou la partie de la charge qui correspond à tel atelier, à tel moyen de production, de manière générale. Donc le classement des charges en comptabilité analytique est fait par destination. Pour le traitement des charges, alors là c'est le premier chapitre, les charges de la comptabilité analytique. Il faut savoir que la comptabilité générale, elle constitue quand même le pourvoyeur essentiel en information pour la comptabilité générale. C'est-à-dire, toutes les charges qui existent en comptabilité générale ont la base et sur lesquelles nous allons travailler. Quand je dis pourvoyeur en information, c'est-à-dire produits, charges, pièces justificatives, etc., etc. Cependant, la comptabilité analytique ne prend pas les données de la comptabilité générale telles qu'elles sont, dans la mesure où ces dernières respectent des considérations d'ordre juridique et fiscal, mais les revoient dans une autre optique, qui est l'optique économique. Donc, dans ce sens, les charges de la comptabilité générale subissent des retraitements afin d'être intégrées dans les coûts. Ces retraitements consistent à soit éliminer certaines charges, et ils s'appellent les charges non incorporables, soit modifier le montant de certaines charges, ça s'appelle les charges de substitution, soit créer d'autres charges, ça s'appelle les charges supplétives. Donc pour les charges, voilà, tout ce que je viens de dire, il est résumé dans ce schéma. Pour les charges de la comptabilité générale, il existe, ils constituent la base des charges pour le classement des charges de comptabilité analytique qui sont non incorporables, incorporables et supplétives. Et ces charges-là doivent être incorporées au coût. Maintenant, focalisez-vous sur l'équation de droite. Elle est très importante et il faut l'apprendre par cœur. C'est que les charges de la comptabilité analytique, quand on déduit les charges non incorporables des charges de la comptabilité analytique, on trouve ce qu'on appelle les charges incorporables. Et puis, si on ajoute les charges supplétives, on trouve ce qu'on appelle les charges de la comptabilité analytique. Maintenant, cette équation fonctionne de haut en bas ou là de bas en haut. D'accord? Ça dépend de l'objectif de l'exercice. C'est-à-dire, si je cherche les charges de la comptabilité analytique, bien sûr, je vais commencer d'en haut. Et si je cherche les charges de comptabilité générale, je vais commencer d'en bas. Et dans ce cas, je vais avoir charge de la comptabilité analytique moins
charge supplétive égale charge incorporable plus charge non incorporable égale charge de la comptabilité générale. J'espère que l'idée est passée. Je vais lire quand même ce qui s'y est écrit. Les différences entre les charges de comptabilité analytique et les charges de comptabilité générale sont appelées différences d'incorporation. Ça, c'est vrai. Différence d'incorporation, notez également DI. Grand D, grand I. Ça s'appelle différence d'incorporation. Ça veut dire qu'il y a la différence que je dois incorporer au coût de la comptabilité analytique. Nous allons voir ce que c'est. Il faut noter, je le souligne bien, ça c'est une bonne remarque, que dans les exercices de comptabilité analytique, on désigne souvent par les charges de comptabilité générale toutes les charges de la classe 6. Ça, on le sait. Maintenant, autre que, il est souligné, autre que les achats revendus de marchandises, c'est-à-dire le poste 6.11, et les achats consommés de matières et fournitures, c'est-à-dire le poste 6.12, les deux, 6.11 et 10.12, sont éliminés d'office. D'office, c'est ce que signifie cette remarque. D'accord? Vous allez comprendre ce que je voulais dire. Bon. Vu qu'on est nombreux apparemment dans ce cours, le passage d'une diapo à une autre commence à être lourd. Passe. Elle passe pas. Faut attendre. Je vais expliquer quand même qu'est-ce que les charges non incorporables en attendant que cette diapo passe. Alors, les charges non incorporables, ce sont les charges dont l'incorporation n'est pas jugée raisonnable. Comme le polycopier de cours. C'est-à-dire, maintenant, mon devoir est d'expliquer quand même ce que c'est. C'est-à-dire les charges qui ne sont pas liées aux besoins d'exploitation normale. Quand je parle de charges non incorporables, besoins d'exploitation normale et courante d'une entreprise. Donc, on fait rentrer toutes les charges, excepté évidemment d'office 6.11, 6.12, mais on déduit également 5 charges qui sont non incorporables d'office. Maintenant, quelles sont ces charges non incorporables d'office? Je ne sais pas pourquoi cette séance, enfin cette diapositive, elle bug. Ah, très bien. Elle est passée. Donc, pour les charges non incorporables, voilà les 5. par cœur. 5 charges non incorporables. Les charges sur exercice antérieur, les charges non courantes, l'impôt sur les résultats, les dotations amortissement de l'immobilisation en non-valeur, les dotations en provision pour dépréciation. Mais je suis pour risque et charge, pour dépréciation. Ces charges non incorporables enregistrées en comptabilité générale viendront gonfler les différences de traitement comptable. D'accord? S'ils sont là, les charges, ils gonflent de façon illogique le traitement comptable. C'est pour ça qu'on les élimine de la comptabilité analytique, qui, en fait, l'exercice permettront de vérifier également que les résultats de la comptabilité analytique correspondent bien aux résultats de la comptabilité générale. Donc, ces charges sont soit sans rapport direct avec l'activité de l'entreprise, ou soit qu'ils ne relèvent pas de l'activité courante de l'entreprise, comme les charges non courantes, ou elles sont destinées à se conformer à une législation spéciale, juridique par exemple, comme les dotations aux amortissements, ou ils sont des charges qui doivent respecter le principe de prudence lors de l'établissement des comptes annuels. Alors, le principe de prudence, je pense, automatiquement chez les provisions. Principe de prudence. Donc, les dotations aux provisions, ils respectent cette norme, mais qu'il y a la comptabilité analytique. Soit des prélèvements en fonction du résultat, et là, je vais parler de l'impôt sur les résultats. Pour expliquer les choses, j'ai donné par exemple, cet exercice de la comptabilité générale d'une entreprise individuelle. On relève pour le mois de janvier les charges suivantes. Alors,
On a des achats consommés de matières premières, 87 500, autres charges externes, 12 500, impôts et taxes, 1800, charges de personnel, 50 400, charges non courantes, 2400, les dotations annuelles aux amortissements d'une immobilisation corporelle, 96 000, on can souligner annuelle, la dotation annuelle. Il faut tenir compte d'une charge supplétive mensuelle de 17 000 dirhams. Il faut calculer les charges de la comptabilité analytique pour le mois de janvier. Je demande un seul mois. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons, j'ai fait exprès de souligner deux petites choses en rouge, qui sont les achats consommés de matières premières, et j'ai déjà parlé qu'ils ne rentrent pas d'office. D'accord? Selon la remarque 6.1.6.12. Et puis, nous avons dans ces postes-là, ces comptes-là, une seule charge non incorporable, il y a déjà qu'un hna. Voilà, charge non courante, je la retrouve ici. Charge non courante, 2400 dirhams. J'en ai pas besoin. Donc, ma rakhdesh. Par contre, j'ai besoin du reste pour calculer mes charges de la comptabilité analytique. Donc, je prends tout le reste, c'est-à-dire autres charges externes, plus impôts et taxes. À ne pas confondre. D'ailleurs, les années passées, madame, impôt. Non, ça c'est l'impôt. Ça c'est la classe 6. C'est pas l'impôt sur les résultats. Ça n'a rien à voir. L'impôt et taxes, c'est une charge. Impôts et taxes, charge de personnel. Voilà, je rassemble tout ça, plus les trois premières. ولكن عندي une dotation annuelle aux amortissements d'une immobilisation corporelle. Donc, هذه داخلة. لأن اللي ما داخلش هما les immobilisations en non-valeur. Vous voyez? Mais corporelle, je la prends. Réhia, elle est de 96 000 annuels. Donc, 96 000 divisé par 12. D'accord? Ça va me donner les charges incorporables. À la hasab, l'équation à droite. Donc, l'ensemble des charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, égale les charges incorporables. Plus les charges supplétives, une seule charge supplétive. Il faut tenir compte d'une charge supplétive mensuelle de 17 000 dirhams. Alors, c'est bien, elle est déjà mensuelle. Donc, on va effectuer le traitement. Voilà le résultat. Autre charge externe, plus impôts et taxes, plus les charges de personnel. J'ai respecté l'équation. Plus les dotations aux amortissements aux immobilisations corporelles. Les 96 000 sur 12 pour trouver le mensuel. Égale les charges incorporables. Plus les charges supplétives, ça me donnera les charges de la comptabilité analytique que je cherche, c'est-à-dire 89 700. Évidemment, aujourd'hui, c'est le premier chapitre, il est plus introductif. D'accord? Donc, des exemples, c'est vrai qu'ils sont nécessaires, mais ils vont être beaucoup plus clairs lors des cas de synthèse. Quand je vais rassembler les puzzles, moi j'appelle le cours de comptabilité analytique comme un puzzle, c'est-à-dire je commence par le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, حتى كنسالي ل 5 عاد كاين synthèse كيبان لك انه غادي متتبع يعني il est lié. Voilà, le chapitre 1 عنده علاقه بالشابيتر 2 وما يمكنلكش تخرج ال 5 الا ما خرجتيش ال 1. Voilà. هادشي ما تخافوش واخا ما غاتفهم الا ما فهمتوش en tout cas même s'il est très très clair et très très basique غادي يبان لكم في les cas de synthèse. Passons maintenant aux charges de substitution. Alors, le mot substitution en français signifie, quand je dis verbe substituer, c'est remplacer. Substituer, remplacer. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les charges, d'ailleurs, dans certains ouvrages, vous pouvez trouver aussi la notion de charges calculées. Les charges de substitution ou les charges calculées. Ça veut dire que ce sont des charges qu'on calcule ou alors des charges qu'on remplace, qui sont déjà dans la comptabilité générale et qu'on remplace pour trouver les charges de la comptabilité analytique. Maintenant, quelles sont les charges?
Alors, je définis déjà, ce sont des charges incorporées au coût pour un montant différent de celui pour lequel il figure dans la comptabilité générale. La première charge s'appelle la charge d'usage, substituée aux amortissements. Ça veut dire, alors si je me concentre sur les amortissements par exemple, on sait que les amortissements sont calculés en comptabilité générale selon des critères purement juridiques qui ne peuvent pas toujours être utilisés pour le calcul raisonné des coûts. Quand on prend par exemple surtout l'amortissement dégressif, l'amortissement dégressif, il change inégalement les coûts des périodes successives. Ça veut dire que l'annuité, ماشي بحال linéaire, l'annuité, elle change chaque année. Alors que le dégressif, elle se dégrade chaque année. Aussi, comme deuxième remarque, toujours dans les dotations, les charges d'usage substituées aux amortissements, que les amortissements dans comptabilité générale sont toujours calculés selon une durée de vie probable. إلا عقلتو كنا كنحسبوهم على واحد les durées de vie probables ou la conventionnelle, c'est-à-dire données par la loi. Par exemple, de 3 à 4 selon un coefficient, de 4 à 5 et puis de 4 à 5 et puis de 6 et plus. Les durées de vie probables, ils sont là, ils sont bien bons, d'accord, pour calculer l'amortissement. Mais si par exemple, maintenant on passe au volume comptabilité analytique. Si par exemple un matériel de transport ou un matériel de machine, quand elle est mise prématurément hors service, la charge qui correspond à cette machine ou ce matériel va se trouver gonflée. Et donc, elle va gonfler les coûts. Et à l'inverse, si un matériel est employé au-delà de la durée probable initialement retenue, c'est-à-dire 5 ans ou 6 ans, les coûts vont s'en trouver minimisés. D'accord? Donc, la comptabilité analytique, elle est là pour permettre de corriger et d'ajuster ces coûts, et selon des critères purement économiques. Par exemple, une machine de valeur d'origine 40 000 dirhams est amortissable au taux constant de 10%. Durée d'utilisation, 10 ans. Le montant de l'annuité constante d'amortissement, c'est-à-dire la dotation d'exploitation, elle est enregistrée en comptabilité générale. Il y a tout simplement valeur d'origine fois le taux, 40 000 fois 10%, il est de 4 000 dirhams. Il y a l'annuité. D'accord? Le chef d'entreprise évalue cette machine à 38 000 dirhams, valeur actuelle. Elle sera remplacée après 8 ans. Quel est le montant de l'annuité pour charge d'usage à inclure dans les coûts de la comptabilité analytique? Et puis calculer la différence d'incorporation. Alors, le montant de l'annuité. On est dans la comptabilité analytique. J'ai déjà parlé, quand je dis comptabilité analytique, tout ce qui est actuel, tout ce qui est réel. Donc, Radim Chouini directement dit 38 000 dirhams. Le chef de l'entreprise évalue cette machine à 38 000 dirhams. Ça, c'est sa valeur actuelle et qui sera remplacée après 8 ans. Et là, je cherche l'annuité. Donc, chaque année, je prends tout simplement 38 000 divisé par 8. Ça, c'est le montant de l'annuité à inclure. D'accord? C'est-à-dire, on est dans les charges de substitution. Donc, on va les remplacer. Le montant va remplacer quelque chose. Quelque chose, c'est-à-dire l'annuité, enregistrée en compte général. Il y a 4 000 dirhams. 4 000 pour la comptabilité analytique n'est pas correcte. N'est pas correcte. Elle est là pour corriger. Et donc, de la valeur actuelle. Donc, valeur actuelle sur nombre d'années d'usage, d'utilisation, soit 4 750 dirhams. Ça, c'est l'annuité de la comptabilité analytique, qu'on doit évidemment inclure au coût. Maintenant, la différence d'incorporation, c'est tout simplement tout ce qui est en comptabilité analytique moins tout ce qui est en comptabilité générale, c'est-à-dire 4 750 qu'on vient de trouver, moins l'annuité donnée par la comptabilité générale. Donc, la différence d'incorporation, c'est-à-dire le montant de coût que je dois rajouter à la comptabilité analytique, et c'est entre parenthèses une correction, d'où la notion de substitution, c'est 750 dirhams. Un autre exemple, une machine de valeur
d'origine de 100 000 dirhams, acquise le 2,990, c'est un amorti saboto constant de 10 ans, durée d'utilisation 10, au 31,12,99, elle est complètement amortie. Au cours de l'exercice 2000, cette machine est encore en service. Bon. Au titre de l'exercice 2000, aucune annuité d'amortissement n'est enregistrée en comptabilité générale. Le 31/12/2000, le chef d'entreprise évalue cette machine à 15 000 dirhams, valeur actuelle. Elle sera remplacée après 2 ans d'usage. Quel est le montant toujours de l'annuité pour charge d'usage à inclure dans les coûts de la au titre elle est de 15 000 dirhams sur les 2 ans qui restent d'utilisation, soit 7 500 dirhams qui est le montant de l'annuité pour la charge d'usage à inclure dans les coûts de la comptabilité analytique. Maintenant, pour calculer la différence d'incorporation, la différence, elle concerne le titre de l'exercice 2000. Il faut savoir que, la remarque, au 31/12/1999, cette machine était complètement amortie. Donc, je prends l'annuité de la comptabilité analytique, moins l'annuité de la comptabilité générale. L'annuité de la comptabilité analytique, je viens de la calculer, elle est de 7 500 dirhams. L'annuité de la comptabilité générale est égale à 0. Parce qu'elle est amortie. La machine était complètement amortie. Khlatine Hicham. Tout à fait. Oh là là, j'étais en train de parler toute seule. Alors, parce qu'elle est complètement amortie, tout à fait. 7 500 moins 0 égale à 7 500 dirhams. Donc, la machine est complètement amortie, soit la différence d'incorporation, elle est de 7 500 dirhams. D'accord? J'ai dit, هادشي كله غيبان لكم ساهل après لأن ما غناخدوش حنا هاد des exemples comme ça tels qu'ils sont. ما يمكنش. هادو c'est juste des exemples théoriques, c'est-à-dire par exemple le 2 pour expliquer comment dirais-je, la charge quand elle est gonflée et là, la charge quand elle est minimisée pour les charges de substitution. Mais bien sûr, dans les cas de synthèse, ça va être beaucoup plus clair que ça. Ensuite, maintenant, la deuxième charge, toujours on est dans les charges de substitution. La première, c'était charges d'usage substituées aux amortissements, et puis les charges étalées substituées aux provisions. Donc les amortissements, on les a vus. D'abord, les charges aux provisions, étalées substituées aux provisions. Nous savons que l'enregistrement des dotations aux provisions en comptabilité générale, il répond, j'ai dit, à des exigences juridiques. Donc la comptabilité analytique, elle permet de déterminer les coûts en substituant, c'est-à-dire en remplaçant aux dotations aux amortissements inscrites en comptabilité générale, les charges étalées selon des critères purement économiques. Donc là, on s'intéresse plus aux critères économiques et non pas financiers. L'exemple est là. Une entreprise doit normalement engager dans 4 ans des réparations évaluées à 400 000 dirhams. Elle devrait cette année constituer une provision pour charge. Et la Qaltouhadi, c'est une provision pour charge dans la section provision pour risque et charge. Ça, c'est une provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc, 400 000 sur 4 ans, donc 4 ans de réparation, nous donne 100 000 dirhams par an qu'il faut prévoir comme provision. Or, maintenant, le rôle de la comptabilité analytique, pour des raisons de ralentissement économique passager, elle ne constitue en comptabilité générale qu'une provision de 30 000 dirhams. Maqdrach, entre guillemets, 100 000 dirhams par an, vu le ralentissement économique, mais l'entreprise a pu quand même conserver une petite somme pour sa provision pour charge de 30 000 dirhams. Il faut calculer la différence d'incorporation du coût. Donc, tout simplement, je reviens aux charges de la comptabilité générale, moins les charges de la comptabilité analytique, donc 100 000 moins 30 000, soit 70 000. Donc 70 000, c'est la différence d'incorporation à incorporer comme charge dans la comptabilité analytique. Troisième type de charge, et dernière, je reprends les charges Nahuma. La première, les charges non incorporables. Deuxième, les charges de substitution.
Troisième, charge supplétive, non incorporable, de substitution supplétive. Non incorporable, هما هادوك les 5. De substitution, شفنا جوج, dotation, amortissement, dotation, provision. Ou كاينين les charges abonnées, mais bon, c'est pas la peine de les évoquer dans notre cours. Et puis, d'abord, les troisièmes, ce sont les charges supplétives. Alors, supplétive, tiré du mot supplément. Supplément, c'est-à-dire quelque chose qui s'ajoute. Les mécaniques de la base. Donc, ce sont des charges qui ne figurent pas dans la comptabilité générale, mais qui sont introduites en comptabilité analytique pour des raisons d'ordre économique ou de gestion. Là, on a le juge. Les rémunérations, ou la rémunération du travail de l'exploitant et la rémunération des capitaux propres. Ça signifie quoi, ça? Alors, la rémunération du travail de l'exploitant, c'est surtout dans une entreprise individuelle. C'est-à-dire, par exemple, dans une entreprise individuelle, l'exploitant, c'est-à-dire celui qui exploite, il est tout seul. Il reçoit un bénéfice. D'accord? Il ne reçoit pas de salaire, il reçoit un bénéfice. Mais pour le calcul des coûts, dans la comptabilité analytique, et afin que ceux-ci soient comparables à ceux des sociétés, parce que dans les sociétés, il y a des gérants, des salariés rémunérés par un salaire. D'accord? Donc, pour le cas de l'exploitant, il faut prendre en compte cette rémunération qui est fictive, entre guillemets, de son travail. Par exemple, si un ingénieur exploitant une entreprise individuelle peut inclure dans ses coûts mensuels une charge fictive de 6 000 dirhams, c'est-à-dire son bénéfice, il est de 6 000 dirhams, et ça, c'est l'équivalent, par exemple, du salaire perçu par un collègue travaillant dans une société concurrente. C'est une charge fictive qui n'est pas réelle, qui est théorique, d'accord? Mais en comparant l'exploitant, un autre exploitant concurrent, on peut conclure, entre guillemets, que les coûts, dans ces coûts mensuels, une charge fictive, elle est de 6 000 dirhams. Donc, automatiquement, la différence de corporation sera de 6 000 dirhams. Ceci aussi va être beaucoup plus clair dans le cas de synthèse. Deuxième charge supplétive, c'est la rémunération des capitaux propres. Alors, contrairement aux capitaux empruntés, nous avons dans le bilan élargi le financement permanent, classe 1, financement permanent. Je n'ai le capital, qu'il soit personnel ou social, ou l'emprunt, n'est-ce pas? Donc, le capital, ou la capitaux propres, capital social ou personnel. Donc, contrairement aux capitaux empruntés, les capitaux propres ne disposent pas de rémunération par des intérêts, alors que les emprunts, c'est un emprunt, je l'ai emprunté de la banque, il est rémunéré par des intérêts. Je dis la comptabilité analytique, que pour les calculs des coûts, la comptabilité analytique, elle doit impérativement inclure les charges d'intérêt supportées théoriquement, entre guillemets, sur les capitaux propres, afin de rendre la comparaison possible entre les entreprises qui recourent pour le financement de leur exploitation en capitaux empruntés et celles qui font aux capitaux propres. Les capitaux propres, les emprunts, les deux doivent être, entre guillemets, rémunérés par des intérêts. C'est ce que dicte la comptabilité analytique. Ça veut dire que ce sont des charges qui n'existaient pas, mais qui s'ajoutent, d'où la notion supplétive. Premier exemple, par exemple, dans un bilan d'une entreprise individuelle au 31/12, on a le capital personnel. C'est une entreprise individuelle, donc un seul propriétaire, donc c'est un capital personnel. Il est de 100 000 dirhams. Au taux de 10% l'an, il faut calculer l'intérêt annuel théorique des capitaux propres. Donc, intérêt annuel. ديما par contre هذه تنسولينيها وتتغلطوا فيها بزاف. ديما نرد البال في la comptabilité analytique واش c'est en termes d'années ou là en termes de mois. هو ديما en comptabilité analytique, en tout cas chez moi dans mes états de synthèse, on travaille par les mois. C'est-à-dire le cas ديما تيكون sur un mois, donc tout le système radib le système mensuel. Maintenant, les données, bien évidemment, je peux donner pas mal de données qui sont annuelles.
Et donc, il faut faire attention à diviser sur 12. Ici, on a l'annuel et on demande l'annuel. Donc, le capital personnel il fait partie des capitaux propres. L'intérêt annuel théorique des capitaux propres, il est de 100 000 fois l'intérêt. Taux d'intérêt 10%. Donc, 10 000 dirhams à ajouter dans la comptabilité analytique. Donc, le capital personnel 100 000 fois 10% le taux d'intérêt, 10 000 dirhams, au tableau des charges indirectes. On va voir ça après. Donc, la différence d'incorporation, elle est de 10 000. Nous un autre exemple, mensuel. Par exemple, les capitaux propres. Parce que bon, c'est la sommation des capitaux propres qui sont divisés ici, par exemple, le capital social, réserve légale, autre réserve et le report à nouveau, soit un capital de 355 000 et qui est rémunéré au taux de 12% l'an. Il faut calculer maintenant l'intérêt mensuel, théorique évidemment, fictif, théorique. Alors, j'ai dit que le capital ici, il est mensuel, c'est-à-dire je demande l'intérêt mensuel et que le taux est annuel. Je demande l'intérêt mensuel et le taux est annuel. Donc, automatiquement, l'intérêt mensuel théorique des capitaux propres, 355 000 fois 12%, mais cette fois sur 12. Tout à l'heure, parce que c'était l'intérêt annuel. Maintenant, c'est l'intérêt mensuel et c'est ce qu'on va utiliser le plus dans nos cas de synthèse. Et donc, 355 000 fois 12% sur 12 va me donner 3 550 dirhams. Soit une différence d'incorporation de 3 550 dirhams. Nous avons terminé le chapitre 1. Hicham, vous êtes là? Hicham? Oui, oui, je suis là. Quel le temps qui s'est écoulé? De 13h30 vers 14h23, donc 53 minutes. D'accord. Normalement, les ingénieurs ou les techniciens informatiques, il ne faut pas dépasser 40 minutes vu la capacité de stockage. Mais bon, aujourd'hui, j'ai un peu dépassé. J'espère que le cours était clair. J'espère que en tout cas l'intérêt de la comptabilité analytique et surtout l'objectif. Pourquoi nous allons utiliser dorénavant les cas, les exercices. Voilà, l'objectif, c'est-à-dire cette séance est très, 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 très importante pour comprendre le pourquoi des choses. Cette session, évidemment, sera enregistrée. Elle restera enregistrée. Vous pouvez la consulter à tout moment. Oui, sur ma session de Madame Fatem Zahra Al-Arif, ensemble 6 uniquement. J'espère que les autres, même s'ils ne sont pas là, que vous allez faire le travail, vous allez partager mon cours avec eux, ainsi cet enregistrement de Bébé Collaborate, c'est-à-dire c'est un recording que vous pouvez trouver toujours dans ma session. J'ai fait exprès d'organiser les choses par semaine, c'est-à-dire semaine 1. Cette semaine 1 se terminera jeudi prochain et à partir de lundi, la semaine 2 pour avoir un petit peu plus de place. D'accord, merci madame. Donc cette session est terminée. Merci madame. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup madame. Merci madame. Ah, vous êtes nombreux, hein? Vraiment nombreux. Merci madame. Merci madame. Avec plaisir. Merci madame. Merci madame. Avec plaisir. Ouh là là, on est 150 personnes. C'est bizarre que ça s'est bloqué. Bon, rendez-vous jeudi prochain. Oui, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir madame. Au revoir madame.